Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important qui est les enjeux de la sélection variétale face au changement climatique. Si je vous dis plus 1, plus 2, plus 4 degrés, vous pensez à quoi ? Aux scénarios auxquels on doit faire face, qui nous attendent pour notre futur, c'est-à-dire qu'un réchauffement global va arriver. On peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer pour nos végétaux. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'être accompagné par Dario Fossati. Dario, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, j'ai été sélectionneur de blé à l'agroscope à Changin pendant pratiquement toute ma carrière. J'ai aussi travaillé sur le triticale au début, mais surtout sur le blé. Et justement, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que comment on pourrait expliquer ces nouveaux défis climatiques ? Qu'est-ce qu'on aurait en tête quand on parlerait des enjeux à venir ? C'est vrai que le changement climatique, on le perçoit en premier par rapport à la température, mais il y a aussi une augmentation de CO2 qui va aussi avoir un impact sur la croissance des plantes. On a des événements plus extrêmes. On a des années on voit bien que c'est pas simplement un glisser vers un climat plus sudiste. On a aussi des années un peu imprévisibles. Une année très pluvieuse est suivie d'une année très sèche, qui est suivie d'une année très chaude. Donc ça, c'est ce qui rend ce dérèglement climatique, on va dire, compliqué à prendre en compte. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle en gros, quand on parle de scénario à plus 1,5, on parle de la moyenne, mais globalement, en fait, ça veut pas dire que ça c'est climatique, mais d'un point de vue météo, on ne sait pas ce qu'on va avoir en fait. Si on regarde l'année 21 par rapport à l'année 2023, par rapport à l'année 2024, on a quand même un écart type fou. Oui, c'est vrai, c'est clair que la température, qui est quand même un moteur fondamental de la croissance des plantes, mais également des insectes, est le caractère qu'on observe le plus facilement. Les pluies, les précipitations, leur irrégularité, l'importance des précipitations, les événements extrêmes plus fréquents, on en voit aussi l'effet. Et là, par définition même, ils sont imprévisibles à court terme. Et l'augmentation de CO2, là, on l'aperçoit, en tant qu'humain, on ne l'aperçoit pas du tout. Alors qu'on a déjà bien augmenté le niveau de CO2. Et ça a un effet favorable à la croissance de la biomasse, mais pas forcément de la croissance de ce qui nous intéresse dans les plantes. Oui, parce que dans l'équation de la photosynthèse, on a CO2 plus H2O. Donc là, déjà, on comprend bien qu'il y a déjà deux paramètres de l'équation qui vont devenir très, très instables, quoi. Enfin, il y en a un qui augmente et l'autre, on ne sait pas comment le... Et puis, c'est la vitesse à laquelle ça évolue aussi qui est compliquée. Oui. Là, on demande aux plantes on peut dire à l'ensemble du biotope d'évoluer très vite. C'est-à-dire, ce qu'on a vu ici, pour donner un exemple concret, les dates de récolte sur ce lieu ici à Changin, à Nyon, sont de 21 jours plus précoces qu'il y a 45 ans. Donc c'est quasiment une demi-journée par année de moins qu'a le blé pour faire son rendement. C'est une demi-journée de moins de photosynthèse qu'elle a à disposition. Et ça, c'est dû à la précocité des stades de développement ? C'est dû à la somme de température. Oui. Donc la fin de cycle est plus rapide, les stades sont avancés, donc les stades sont plus précoces. Très important à maturité, comme je l'ai dit, mais déjà les piaisons, on a aussi une évolution des variétés qui sont plus précoces qu'autrefois. On a à peu près gagné 2 à 3 jours à les piaisons en moyenne, avec des grandes fluctuations d'une année à l'autre. Donc c'est quoi ? C'est la période de végétation qui devient de plus en plus courte ? La phase de végétation est plus courte et pour garder la durée de croissance du grain, pour continuer à faire une bonne formation du grain, les sélectionneurs ont plus ou moins consciemment anticipé la date des piaisons pour garder une durée de croissance du grain. Parce qu'à maturité, on est de plus en plus précoce et il faut l'être à cause de la somme des températures qui, dès qu'elles dépassent... en fait, le blé, dès qu'on dépasse 15 degrés de température moyenne quotidienne, on peut déjà observer des pertes de poids de 1000 grains. Et quand on est au-dessus de 28, 30 degrés pendant la croissance rapide du grain, là on a des grains qui vont finir par être échaudés. Donc ratatiner, des pertes de poids lectolyse importantes. Et ça, on le voit de plus en plus ? On le voit de plus en plus, et c'est pour ça qu'on se fixe de plus en plus sur des variétés précoces. Et si on regarde rétrospectivement, les variétés qui ont eu un grand succès en France ou en Suisse, c'était des variétés qui étaient plus précoces que ce qu'on avait à ce moment sur le marché.
Même si on prend Arina, quand elle a été inscrite, elle était inscrite comme mi-précoce, et maintenant elle est considérée comme mi-tardive, parce que le reste de l'assortiment, lui, est plus précoce. Claro, quand elle est arrivée, était plus précoce. Zinal était plus précoce. Soissons, en France, était beaucoup plus précoce que les blés du moment. Apache aussi était plus précoce que les variétés en moyenne du moment en France. Et toutes ces variétés sont devenues numéro 1. Tout à l'heure, tu as dit que, en gros, oui, on a une chaleur globale qui peut augmenter, mais que le photopériodisme restera le même. Est-ce que tu peux expliquer un peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, un peu c'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce qui va jouer dans la... Les stades phénologiques de l'avancement des végétaux, la durée du jour est importante. Elles vont déclencher, si on va vers des jours plus longs, on va avoir un déclenchement des piaisons, par exemple, pour le blé, qui sont régulés par ça. Pas tous les blés, il y a des blés qui sont sélectionnés pour être insensibles à la photopériode, dans le sens qu'ils vont être beaucoup plus calés sur la somme de température que sur la durée du jour. Et en fait, tous les développements, que ce soit les insectes ou les plantes, c'est souvent la température en numéro 1, la durée du jour, l'humidité, ça peut être l'humidité pour les insectes, qui vont déclencher leur sortie ou pas du sol. Donc tout ça sont des phénomènes qui régulent le développement des organismes. Et avec le changement climatique, on peut aussi s'attendre à ce que certains insectes vont avoir la mauvaise surprise que, n'étant pas régulés avec les mêmes régulateurs que la plante hôte, risquent de sortir pas au bon stade de la plante. Ouais, parce que du coup, si on a un décalage des stades de la plante dans le temps et que, par contre, si les insectes, il leur faut, je sais pas, 10 degrés en moyen quotidien pour sortir, et qu'il n'y a plus ce stade et qu'on est hors période critique, ça peut être un petit avantage. La même chose pour les pathogènes du blé. Il y a eu une coévolution. Si maintenant les conditions changent et que les organismes hôtes n'ont pas le même type de régulation, on pourrait avoir des décalages qui vont surprendre l'un ou l'autre. Donner l'avantage à l'un ou l'autre. Et pour revenir sur la photopériode, est-ce que c'est pour ça que les Irlandais ils ont des bons rendements ? Non, il y a dans une partie, si on regarde pour le blé, on a toujours plutôt des blés à haute teneur en protéines dans les régions sudistes, au sud de l'Europe, sud de la France, ou sud des climats plutôt chauds. Et puis plus on va, si on veut faire des blés fourragés, donc il faut du gros grain, beaucoup d'amidon et moins de protéines. Là, on va avoir on va chercher des conditions qui sont favorables à faire des gros grains. Et là, on retombe sur la température pendant la croissance du grain. Donc on trouve des blés fourragés, nord de l'Europe, Bretagne, Irlande, Angleterre, c'est orientés blés fourragés, parce qu'ils ont des journées fraîches pendant la croissance du grain. Et en Scandinavie, en plus, ils ont des journées très longues. Bah oui. Et donc, ils ont une durée du jour longue avec des températures fraîches qui sont favorables à faire des gros grains, avec beaucoup d'amidon et de la protéine diluée là-dedans. Donc, si je reviens un peu sur ces défis climatiques, on a un peu parlé de la chaleur au stade critique, mais il y a aussi, j'imagine que si on décale dans le temps, si on raccourcit le franchissement des stades dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir du gel d'épi ou des choses comme ça. Exactement, il y a un stade qui est très sensible du blé, c'est le stade épi 1 cm. Donc quand l'épi commence à monter, le décollage si on veut, on mesure ce décollage. Et à ce stade-là, l'épi est sensible à une température minimale, le minima quotidien de moins 4 degrés. Si on est en dessous de moins 4 degrés, on a des dégâts dans l'épi. Et c'est pas très froid, moins 4 degrés en minima, pas en moyenne quotidienne, mais en minima. Et donc, si on arrive à ce stade et puis 1 cm trop tôt, on va être beaucoup plus exposé au risque. Donc, c'est ce qu'on fait avec les dates de semis et les précocités au stade et puis 1 cm et à maturité. On doit se caler par rapport aux conditions climatiques locales. Et si on avance trop, on risque d'avoir plus souvent des gels à ce stade-là. Dans d'autres conditions un peu moins fréquentes suisses, mais on la voit dans d'autres régions, c'est des gels d'épi qui arrivent vraiment quand l'épi est quasiment sorti ou en train de sortir. Là aussi, on a un épi qui est très riche en eau. Donc là, le moindre gel peut faire des dégâts. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle un peu les stress abiotiques des plantes. On a toute une série de stress abiotiques qui commencent dès le semis. Le premier stress qui fait beaucoup de dégâts, c'est l'anoxie, donc les champs qui sont inondés. On sème, on a des bouts de champs qui restent sous l'eau.
on va avoir des pertes totales de plantes. Et souvent, ils ne sont pas bien pris en considération parce que si le champ est complètement perdu, ben, il ne rentre même pas dans la statistique. Et on ne va pas dire tant de millimètres d'eau font tant de pertes de rendement. On ne voit juste pas l'effet. Mais on l'a vu encore ces dernières années, combien de champs on voit avec des trous à cause de cette perte à la levée. Donc l'anoxie, ça c'est le premier excès d'eau après semis. Là, la température, c'est plutôt favorable. Donc, on va avoir des levées plus rapides si on a des températures élevées. Ensuite, il faut que le blé arrive à stade 3 feuilles. Là, en quelque sorte, il prend son autonomie et il arrive à s'endurcir. Donc, les températures fraîches vont faire qu'il met en place des mécanismes qui vont lui permettre de résister au gel. Donc, là, on arrive à la phase hivernale. Il faut qu'il résiste au gel. Là, les blés, il y a des variétés qui peuvent supporter jusqu'à des moins 30 degrés. Moins 30 ? Moins 30, les extrêmes qu'on connaisse, Mironovskaya 808 ou Cheyenne aux États-Unis, c'est des variétés historiques. C'est des blés d'Alaska, Oui, c'est des blés, on sort la terrine, on les a semés du congélateur, on a un bloc de glace et puis ça repart quand même. Donc ça, il y a une grande variabilité, des variétés très résistantes. Par contre, une fois que ça se redésendurcit, donc par exemple en Suisse, en 1956 ou en 2012, on a un début d'année plutôt doux, un Noël, pas Noël au balcon, mais disons un janvier au balcon ou un février au balcon, et puis un retour de froid. Donc là, la plante s'est désendurcie, et donc elle a perdu sa résistance au gel, et là, elle peut souffrir d'arrivée brutale de froid, où on passe de température supérieure à 0 à tout d'un coup à moins 10. Et là, on peut avoir des grosses pertes. Donc, ces sauts de température, là aussi. C'est les sauts de température après des endurcissements. Ça, c'est le risque. Quand on a des pertes hivernales, c'est plutôt ce phénomène-là qu'un véritable froid abyssal après endurcissement. Après ça, il y a un risque qui est aussi pas très fréquent, mais qui pourrait le devenir un peu plus. C'est un manque de lumière à certaines phases clés. La méiose ? À la méiose. Oui. Quand le blé forme son... La méiose, c'est quand le blé forme son pollen. C'est apparemment une phase qui lui demande beaucoup d'énergie. Et certaines variétés, si elles n'ont pas assez de lumière à ce stade-là, ne vont pas former assez de pollen. Ce qui va se traduire après, lors de la fécondation, par des grains qui manquent dans les épis. Est-ce que j'ose citer 2024 2024, ça a été le cas. Alors 2024, c'est même plus tard qu'il y a eu en fait un manque de lumière. Ok. 2024, c'est un des 10 mois de mai les plus sombres de notre histoire, un des 10 mois de juin les plus sombres des mois de juin, dans les séries climatiques que l'on a. Et là, il n'y avait effectivement pas assez d'énergie fournie au panneau solaire, qui est la feuille étendard du blé, qui avait en plus été endommagé à cause des précipitations par la septoriose. Donc on avait un panneau solaire qui ne recevait pas beaucoup de lumière et qui en plus était en moitié endommagé. Et là, donc, on n'a pas eu assez de formation d'amidon, dont des poids du grain plutôt modestes, des poids lectolitres plutôt faibles. Et ça, c'était un phénomène assez rare parce que d'habitude, les physiologistes du blé disent plutôt que entre la relation entre les assimilats fournis par les feuilles et le grain, c'est plutôt le nombre de grains qui est donc le côté puits qui suce ces assimilats qui est déficient, et c'est pas les assimilats. Et là, c'était vraiment les assimilats qui n'étaient pas assez abondants par rapport au nombre de grains à nourrir. Donc phase critique si on a beaucoup de nuages. Voilà, si on a des pluies en perpétuité, donc on a très peu de radiation pendant la croissance du grain, ça peut, comme 2024, être le point critique. Et est-ce que j'oublie ? Après, il y a toujours les événements extrêmes, la grêle, l'averse par des orages importants. Et là, même sur la grêle, on a fait une étude prospective où on a essayé de voir si les risques de grêle allant augmenter parce qu'il y a plus d'énergie, il y a des orages plus violents, plus souvent des épisodes de grêle qui sont prédits, mais avec un stade de récolte qui sera plus précoce. Est-ce qu'on va échapper ou est-ce qu'on va davantage échapper au risque de grêle, ou on va avoir quand même le risque de grêle qui va augmenter plus vite que ce gain en raccourcissant la croissance du blé?
Et malheureusement, c'est l'hypothèse où le risque de grêle va augmenter, en particulier dans les zones qui sont déjà souvent menacées par la grêle. Et j'imagine augmenter aussi en intensité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a des orages de grêle qui vont être plus fréquents et plus forts. Ouais. Donc là, on voit que... Bon, ça, après, c'est les prédictions, c'est un peu compliqué aussi météorologiquement. Oui, puis après, c'est vrai que sur la grêle, là, il n'y a aucun espoir par la sélection d'avoir des variétés résistantes à la grêle. Non, il faut plutôt aller... Peut-être un peu moins d'égrainage si on a moins de barbe, mais ça, c'est vraiment... Non, j'y crois pas. Ouais, donc ça, c'est un... Après, c'est des événements assez ponctuels. Oui, c'est toujours ponctuel et régional, oui. Et là, la solution, ça reste la même que celle qu'on a à présent, c'est une assurance grêle, où on répartit le risque sur tous, sachant que ce sera chaque fois seulement certains d'entre les agriculteurs qui vont en souffrir. Mais c'est là où déjà on commence à voir la différence un petit peu entre les prévisions climatiques et météorologiques. C'est-à-dire, en termes de prévisions climatiques, je peux en faire une assez simple. En janvier, il fera plus froid qu'en juillet. Ouais. Mais en termes de météo, est-ce qu'il fera plus beau le 2 janvier que le 3 juillet ? En fait, on n'en sait rien. Oui, c'est aussi ce qui, quand on pose la question de sélection, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors, on peut améliorer des résistances au froid, on peut améliorer au stade épi 1 cm, il n'y a apparemment pas vraiment de variabilité. Il y a des différences de résistance au chaud. Il y a des variétés qui supportent 1 degré de plus de chaud avant de s'arrêter de fonctionner. Donc, ça ne semble pas beaucoup, mais ça peut être très important dans les régions qui souffrent régulièrement du chaud. Il y a des différences de résistance au sec qui sont des fois de l'échappement, c'est-à-dire que la plante arrive à croître assez vite avant que le manque d'eau arrive. D'autres échappent parce qu'elles ont des racines plus profondes, parce que là, le problème, c'est pas le manque d'eau, mais c'est que l'eau est trop profonde. Donc, les racines arrivent à suivre un peu plus longtemps l'eau. C'est pas forcément des résistances intrinsèquement. On peut pas faire de rendement sans eau, mais on arrive peut-être à mieux à gérer l'eau, faire des cycles de croissance plus courts tant qu'il y a encore un peu d'eau. Ça dépend vraiment. Là, c'est très local le type de risque. Ça. Alors, on peut améliorer sur pas mal de traits au stress abiotique, mais tout dans la même variété, ça c'est compliqué. Et c'est ça qui rend la chose difficile. Si on est dans un climat chaud et sec, mais toujours chaud et sec, on va trouver des variétés. Le blé étant cultivé sur pratiquement partout sur la planète, il y a déjà des régions qui savent faire du blé avec 300 mm par année. Donc, bon, si on nous dit dans 15 ans vous serez à 300 mm, on sait on doit aller chercher notre génétique. Mais si on nous dit oui, mais en même temps, l'année suivante, ce sera 800 mm et puis il y aura de la grêle, là, ça devient impossible de tout mettre ça dans la même variété. Donc, on n'aura pas une variété passe-partout. C'est difficile d'imaginer ça. Mais ça, justement, on va revenir juste après sur la réponse de la sélection et ces questions de diversité génétique. Mais juste avant ça, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que là, on vient de parler des stress abiotiques assez en profondeur, mais on comprend bien que si on modifie le comportement des plantes, il n'y a pas que les plantes qui vont modifier leur comportement face au changement climatique, il y a aussi les autres animaux qui peuplent cette planète, champignons, virus et autres. Et du coup, au niveau des stress biotiques, est-ce qu'on aura aussi une multiplication de stress biotiques ? Est-ce que c'est un peu plus compliqué à prévoir ? Est-ce que on voit bien qu'en année humide, on a plus de champignons qui se développent sur les plantes qu'en année sèche ? Est-ce que c'est des choses aussi qui vont s'intensifier ? On a cette coévolution pathogène haute. On a vu déjà dans le passé des évolutions. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, on ne parlait pas du tout de fusariose. Dans le début des années 80, fusariose, c'était un problème qui n'existait pas. Et puis maintenant, c'est un problème majeur. On a vu Staghonospora nodorum, qui était la septoriose en Suisse. Oui. Maintenant, c'est Tritici, c'est Zymoseptorias tritici, qui est la septoriose dominante. Staghonospora nodorum, on la voit beaucoup moins. L'oïdium était un problème plus important, maintenant il l'est beaucoup moins. La rouille noire, qui avait quasiment disparu, fait un peu un retour en force. On l'a vu, des grandes épidémies en Sicile, en Italie. L'année dernière, on a eu des rouilles noires qui ont été vues ces 2 dernières années jusqu'en Angleterre, alors qu'ils ne l'avaient plus vu depuis des décennies. Donc oui, il y a des shifts, des déplacements entre une maladie et une autre. Il peut y avoir des évolutions aussi même de type
Adaptation, on a vu la rouille jaune. Avant, on disait la rouille jaune, c'est les régions fraîches. Et maintenant, la rouille jaune, c'est un problème dans le Maghreb, au Moyen-Orient. Donc, il y a des races de rouille jaune qui se développent aussi très bien dans des conditions beaucoup plus chaudes qu'autrefois. Donc, oui, il y a une évolution des pathogènes. Les ravageurs aussi. On prédit et on commence à le voir que les pucerons vecteurs de virose survivent mieux à l'automne. Donc, avant que des SMIC calés sur le 10 octobre pour notre région, on échappait à ces problèmes de virose, de la jaunisse nanisante de l'orge. Maintenant, plus. Maintenant, on commence à avoir des infections aussi sur les orges semées autour du 10 octobre. Donc, il y a une coévolution et il y a aussi des pathogènes. Quand on circule un peu dans le monde, on voit des régions qui parlent de... Par exemple, en Australie, on parle du corn rot, qui est une maladie racinaire qui est provoquée par une fusariose. C'est un problème très important pour eux. Chez nous, pas. Pour l'instant. Il y a des insectes qui sont problématiques chez nous, qui ne le sont pas chez eux. Oui. Ou bien ils nous parlent d'une mouche, puis quand on regarde, c'est une mouche et chez nous n'existe pas ou ne pose pas de problème. Donc il y a vraiment des conditions locales qui font, et puis des pratiques culturelles aussi qui vont favoriser l'un ou l'autre des pathogènes. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que les changements, on en a déjà eu, en fait. Le changement climatique il était déjà en route dans les années 80, mais oui. on n'était peut-être pas aussi conscient que maintenant, mais c'est clair qu'il y avait déjà des évolutions et qu'il y aura toujours des évolutions de pathogènes. Et que le vivant, c'est un monde qui bouge. Et oui, l'évolution ne s'est pas arrêtée quand Darwin l'a décrite. Elle continue. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a j'imagine des maladies, on doit y répondre via de la sélection ou même parfois de la prophylaxie. Enfin, il y a plein de méthodes de gestion de certaines maladies. Je pense que la rouille noire, c'est celle qui est liée à l'aubépine, c'est ça ? Alors, la C'était rouille une gestion noire, elle paysagère. est liée elle a un autre intermédiaire qui est l'épine vinette. Ah, l'épine vinette, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une bonne idée de replanter de l'épine vinette si on veut pas favoriser la recombinaison sexuée de la rouille noire. Mais la rouille noire peut aussi se développer sans cet hôte intermédiaire. Ah oui, ça peut être autonome. L'hôte intermédiaire est problématique parce qu'il va accélérer l'évolution du pathogène et va être source de contamination. Et ça, c'est intéressant de savoir que déjà au XVIIe siècle, c'était connu. Déjà, sous Louis XIV, on savait qu'il ne fallait pas cultiver des blés proches d'épines vinettes. Donc il y a des gestions qui doivent être paysagères, il y a des gestions qui doivent être autres que juste par la sélection, mais moi, jeté sous la main, du coup, on va plutôt parler des réponses de la sélection. Alors concrètement, quel serait le premier réflexe du sélectionneur quand on doit faire face à une variabilité qui va augmenter ? Est-ce que c'est d'aller chercher et regarder cette diversité génétique qu'on a dans le blé qui, comme tu l'as dit, a colonisé la planète ? Le sélectionneur, il exploite la variabilité. Sans variabilité, il n'y a pas de sélection. Donc, il va exploiter la variabilité existante, la rechercher ou bien la créer. La créer, c'est en fait assez rare. C'est ce qu'on essaye de faire par de la mutagénèse, par exemple. Mais ce qu'on fait aussi, c'est d'abord le screening classique sur les variétés modernes. Si ça ne suffit pas sur les variétés plus anciennes, si on peut retrouver des caractères qui auraient été existants et qui n'étaient peut-être pas été transmis sur les variétés modernes, on peut encore aller plus loin en disant on va recréer l'espèce blé, puisqu'on sait que l'espèce blé est apparue à peu près en même temps que le début du néolithique. Il y a moins de 10 000 ans, un truc comme ça ? Autour de 10 000 ans, 10-12 000 ans, en étant en agglomération sur des blés tétraploïdes, genre des blés durs, des amidonniers, qui ont été fécondés, qui ont gardé le génome de l'Aegilops. Donc on est passé de blés tétraploïdes à des blés hexaploïdes. Et ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'il n'a pas été unique, mais il a été rare. Et donc on voit qu'il y a dans ce génome D, donc la troisième partie du génome du blé, on a une variabilité relativement faible. Alors que dans l'espèce sauvage qui a donné ce génome, il y a une très grande variabilité. Donc probablement à ce moment-là, on n'a pas exploité toute la variabilité de l'espèce Aegilops qu'on aurait pu avoir dans le blé tendre d'origine. Donc on recrée ces blés d'origine, on resynthétise le blé tendre, c'est pour ça qu'on appelait ça des blés synthétiques. Et là c'est très intéressant parce qu'on voit quand on voit des blés synthétiques, déjà c'est pas si sauvage ou malingre qu'on pourrait l'imaginer.
Et puis, ça a des caractères sauvages intéressants. Ça, souvent, on revoit des glumes adhérentes, donc plus des grains nus, mais des glumes très durs. On voit des caractères de résistance. On a trouvé des résistances aux maladies, on a trouvé des résistances à la sécheresse, on a trouvé des résistances aux pucerons des racines. Donc des tas de variabilités très intéressantes à creuser dans cette source de blé synthétique. Et là, il y a beaucoup de blé, par exemple au CIMMYT, ils ont beaucoup exploité cette variabilité. Et ça amène vraiment des caractères très intéressants. En allant recreuser dans l'histoire du blé. Et puis tu as aussi des variétés anciennes, enfin qu'on appelle... Oui, les variétés locales. On peut locales ça, ou même exotiques. Ou plus ou moins exotiques. On peut prendre des espèces apparentées au blé, aussi pour aller chercher des résistances qu'on trouvait par exemple dans le blé dur, qui partagent 2/3 du même génome que le blé. Là, si on trouve des caractères intéressants dans les variétés de blé dur récentes ou plus anciennes, on peut aussi l'utiliser comme source. Mais tous ces caractères-là, l'avantage qu'on a par rapport au passé, c'est qu'on peut aller plus vite identifier génétiquement où sont les gènes, s'il y a des marqueurs génétiques qui permettent de les trouver. Et ensuite, quand on fait un croisement, on peut savoir plus facilement si ce gène a bien été transmis sans devoir le tester sur... Imagine une résistance à la température, c'est pas si facile que ça à évaluer. Si on sait que c'est parce que quand on a ces deux marqueurs, ça veut dire que le gène est présent, c'est là on va pouvoir faire des croisements en retour beaucoup plus efficacement, par exemple. Et ça permet d'accélérer la vitesse de... Ça permet d'accélérer, ça permet d'être plus sûr d'avoir gardé le gène d'intérêt dans la source exotique. Et concrètement, si on reprend les problèmes qu'on avait exposés au début, on a des réponses dans cette diversité Alors, on a effectivement eu un blé, c'est les Chinois qui l'avaient trouvé, à partir d'un blé synthétique, une très bonne résistance à la sécheresse. Après, pour ce genre de stress, il y a aussi dans le blé un exemple fameux d'un blé transgénique classique, où là, c'est des gènes du tournesol qui ont été introduits dans le blé, qui donnent un blé beaucoup plus résistant à la sécheresse, qui a été développé en Argentine, qui devrait être, je pense, déjà au Brésil et probablement aussi en Australie. Et ça, c'est un des rares exemples que je connaisse où on a eu une résistance au stress abiotique introduite par transgénèse. Mais c'est la transgénèse classique, c'est les OGM de première génération. Ok. Maintenant, avec les autres outils, CRISPR-Cas9, donc ce qu'on appelle les New Breeding Technologies, ou nouvelles technologies de sélection, ou Smart Breeding, enfin, il y a plusieurs noms. Donc, utilise le CRISPR-Cas9. C'est plutôt une approche un peu différente, où on essaie de trouver un gène qui amène une faiblesse et le désactiver. C'est comme une mutation ponctuelle qu'on peut faire à un endroit très précis. Et c'est une technologie quand même très intéressante parce que tous les blés sont des blés mutés. Chaque grain de blé a une centaine de mutations naturelles qui lui sont tombées dessus. Et avec cette méthode, il y aurait 101 mutations et la 101e, on sait où elle est et ce qu'elle fait. Et sans autre, on peut deviner qu'elles n'ont pas eu de gros effets, qu'elles n'ont eu aucun effet parce qu'elles sont tombées dans des parties non codantes du génome. Mais c'est une méthode très élégante qui n'a pas besoin de marqueurs, qui n'a pas de marqueurs antibiotiques comme première génération. C'est une méthode qui n'amène pas d'ADN étranger, qui est en fait absolument indistincta, on ne peut pas la distinguer d'une mutation naturelle. Donc, en gros, il y a toute une boîte à outils. Et voilà, il y a effectivement, je dirais, ce qui a vraiment changé entre quand j'ai commencé et maintenant, c'est du côté de un des domaines qui a le plus évolué, c'est vraiment du côté de la génomique. D'une part, de la connaissance génétique du blé, des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Et puis, pour aller plus vite aussi, il y a la tendance actuelle aussi, vu la vitesse des changements climatiques, donc on a des besoins de réponse plus rapides. Des méthodes d'accélération des cycles de sélection, où on arrive à faire plusieurs générations de blé par année en serre, ou avec les haploïdes doublés, on arrive à fixer le génome du blé plus rapidement. Donc tous ces outils-là deviennent de plus en plus importants. Et grâce à ces outils, tu arrives à justement répondre à la résistance du gel, par exemple, à la chaleur, sécheresse,
tolérance au manque de lumière qu'on a évoqué, toutes ces choses-là. Bah oui, si on veut prendre un espèce de schéma théorique, c'est de dire, ok, on a une variété, cette variété est très résistante au gel, par contre le reste n'est pas très intéressant. On peut trouver, en faisant assez rapidement une population et en utilisant des méthodes de génomique, voilà, ça c'est, si on a ce gène-là, plus celui-là, et c'est encore mieux d'avoir le troisième ici, on a quelque chose de très résistant. Et on a les marqueurs pour savoir où ils sont. Donc, on fait le croisement avec notre variété élite, on peut repérer tout de suite si on a capturé ça ou pas. Si on veut éliminer la plupart du génome de la variété source, on va recroiser sur la variété élite 2, 3, 4 fois, 5 fois plus. Et à chaque fois, on repère si on a toujours gardé les gènes, mais qu'on a de moins en moins du génome de la variété source exotique. Et petit à petit... Et petit à petit, avec ça, et ça, c'est des méthodes très efficaces qu'on a utilisées ici pour... jusqu'à présent beaucoup pour des gènes de résistance aux maladies. Si j'ai bien compris, on nous promet plus ou moins le climat de la Croatie ici autour du lac. Est-ce qu'il y a des collaborations internationales justement avec des pays où eux ils sont en train de sortir des climats qui vont arriver chez nous? Oui, probablement. On explore plusieurs scénarios. Alors un scénario, c'est de savoir quelles sont les régions actuelles qui ont, du point de vue thermique et précipitation, le CO2, on ne peut pas trouver des régions. Oui, donc mais pour ce qui est de température, qui ont plus ou moins actuellement le climat qu'on nous prédit dans une échéance de 15 à 20 ans. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Ça sert à rien. J'ai fait cette erreur en croisant avec des blés extrêmement précoces, très hiver. Donc vraiment, il faut un hiver pour que ça fasse des épis. Mais semer en même temps que le blé, ils épiaient avant les orges, pour vous donner, qu'on voit un peu quel type de précocité on parle. Mais c'était beaucoup trop tôt, donc ces blés sont peut-être ceux qu'on devra avoir dans 40 ans, mais pas dans 15 ans. Oui. Dans l'échelle de 15-20 ans, effectivement, la Croatie, ou la région de la Croatie, on cultive le blé, pas la partie des plages, oui, non. aurait un été assez similaire à celui qu'on nous prédit en Suisse. Donc on va voir quel type de blé il y a là-bas. Donc sec et... Un peu plus chaud, des conditions où il faut être un peu plus précoce. Et on voit qu'effectivement les variétés qui viennent de ces régions-là sont plus précoces que les nôtres. Sont plus courtes, mais la taille, c'est peut-être pas forcément pour la raison climatique. On est encore en train de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut tirer de ces variétés actuellement. Est-ce que ça vaut déjà la peine de les utiliser comme géniteurs pour avoir ce genre de développement près dans 15-20 ans dans nos variétés. On peut, ça c'est une façon d'explorer. Après, on cherche aussi des collaborations dans des régions qui sont très en avance sur des problèmes comme le chaud ou le sec, pour savoir si ce que nous on classerait du meilleur au moins bien dans les conditions suisses sur ces critères-là, dans des régions extrêmes, est-ce qu'on aurait ce même classement? Ou est-ce qu'on a affaire à des phénomènes pas exactement les mêmes, pas exactement le même type de sec, pas exactement le même type de fonctionnement? Ou si déjà on peut dire, voilà, on pourrait dire, on va tester nos géniteurs dans ces régions-là, et on sait, avec une phénologie superbe, si elles sont résistantes ou pas, déjà maintenant. Ou on peut dire, aussi un autre but de ces études, c'est de dire, est-ce qu'ici, on peut déjà, même si c'est à un niveau très faible, déjà voir les différences? Est-ce que nos façons de mesurer indiquent déjà les différences de résistance pour progresser déjà maintenant? Ça, c'est deux approches qu'on a. Donc, on a une collaboration avec le Maroc, par exemple, sur la résistance au sec et au chaud qui a démarré. Parce que là-bas, il ne pleut pas beaucoup. Oui, pour eux, l'eau, c'est vraiment le critère essentiel de sélection. De sélection de pratiques culturales. Ouais. La date de semis, elle n'est pas décidée. Elle est décidée principalement par quand arrivera l'eau pour germer. Après, ça pose toujours la question de si nous, on a l'été de la Croatie dans 10 ans, ils auront quel été, eux? Je pense pour eux, c'est intéressant qu'ils fassent la même étude en allant encore plus au sud. À un moment, on va arriver sur des programmes de sélection dans le Sahel. Mais n'empêche que ça met un peu en avant quand même l'histoire de garder un programme de sélection et tester la diversité des espèces qu'on a, des variétés qu'on a dans différents climats. Et ça rejoint un sujet dont on a un peu discuté avant, c'était un peu les travaux sur l'épeautre,
où justement il y a eu un programme de sélection qui s'est presque arrêté, comme tu me racontais, où là on a vu la différence de qu'est-ce qui se passe quand on arrête ces travaux de sélection. Oui, il y a eu un programme de sélection épeautre en Suisse dans les années 80 qui voulait augmenter le rendement, la résistance aux maladies, la qualité boulangère, la précocité. Et le programme a été plein de succès puisqu'il a réussi sur tous les tableaux. Mais on s'est heurté, le sélectionneur de l'époque s'est heurté au fait qu'il y avait les milieux producteurs d'épeautres qui en fait ne voulaient pas de changement. Ils ne voulaient pas de progrès par rapport à ce qu'ils avaient. Et donc les variétés qu'il avait créées, bien qu'elles soient très performantes, pour des décisions politiques, ont été moins payées que les variétés traditionnelles. Donc tous ses avantages disparaissaient du point de vue économique. Mm. Donc la surface a diminué de ces deux variétés. Et on est retourné sur les variétés qu'on avait, donc toujours Oberkulmer, Ostro. Et ces deux variétés sont toujours les variétés leaders du marché actuellement. Donc ça veut dire que depuis les années 80, il n'y a pas eu de progrès génétique dans l'épeautre en Suisse. Le progrès génétique qu'il y a eu sur l'épeautre n'est pas dans les mains des agriculteurs. Et quand on regarde qu'est-ce que ça coûte, on peut comparer les courbes de rendement nationaux du blé et de l'épeautre en Suisse, et on s'aperçoit que si on fait la moyenne des 25 dernières années, l'épeautre a perdu 31% par rapport au blé. Donc, si on veut, le blé, par le progrès génétique, a gagné 31%. Et pourquoi ça ? Parce que des variétés comme Oberkulmer et Ostro, elles n'ont pas évolué. Le climat, oui. Les champignons aussi. Donc, elles sont sensibles à la rouille jaune, à la rouille brune. Et en termes de précocité, elles sont un peu trop tardives par rapport au climat actuel. D'ailleurs, les dernières inscriptions d'épeautres sont plus précoces que les variétés dites traditionnelles Oberkulmer et Ostro, qui sont d'ailleurs génétiquement très proches, puisque Ostro est le fils d'Oberkulmer. L'épeautre est un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on a cultivé depuis 50 ans la même variété, enfin pas vraiment la même, mais le papa et le fils, quoi, en gros, ouais. Depuis 50 ans. Alors que en fait, le blé, on a continué à diversifier et à remettre. Oui, comme on l'a dit au début, les blés actuels sont un peu plus précoces à l'épiaison, ouais. Plus précoces à maturité. Et malgré le changement climatique, on va dire que la sélection actuelle du blé en Europe, je pense France, Allemagne, Suisse, grâce à la sélection, au progrès génétique, on arrive à maintenir les rendements ou à ne pas trop les perdre. À cause le changement climatique est en train d'en être égalité, c'est-à-dire on arrive à compenser ce qu'on perd avec le changement climatique par le progrès génétique. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de plafonnement du rendement en Europe. Depuis le début du XXIe siècle, on voit une espèce de plafonnement, voire une légère régression. Et ça, c'est dû en très grande partie au changement climatique, mais pas que. Il y a aussi des rotations qui se sont simplifiées. On a moins de luzerne avant blé. On a plus de blé sur blé dans certains pays. On a une extensification. On a en Suisse aussi le fait qu'on a augmenté la part de blé de classe top, qui sont moins productifs que des classes 1 ou 2. Donc tout ça concourt à faire que le rendement n'augmente plus comme autrefois. Et bien sûr, là, pour des raisons évidentes, on parle spécialement du blé. Après, il faut regarder sur l'ensemble des plantes cultivées et que je pense qu'il y a des plantes, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des programmes de sélection qui peuvent aussi aller compenser des effets climatiques. Et sachant qu'en plus de ça, il y a des trucs, je ne sais pas, s'il y a 50 degrés, il y a une plante qui peut pousser, quoi. À part des agaves. Il y a aussi sur des stress abiotiques des murs, hein, sans eau, on ne fera pas de production de biomasse. Au-dessus d'une certaine température, il n'y a pas de blé qui peut pousser. Ouais. Et sous un orage de grêle puissant, il n'y a aucun blé qui va résister. Oui, il suffit d'aller au Sahara et d'essayer de faire pousser du blé, on verra bien. Mais donc là, on comprend bien que, oui, alors il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs... en tant que sélectionneur, tu as une boîte à outils dans laquelle tu peux aller puiser, que ce soit de la diversité de génétique, des variétés anciennes, de la recombinaison, voire même des outils un peu plus modernes, comme tu l'as évoqué avec CRISPR-Cas9 et ce genre de choses. Mais
c'est vrai que, comme tu l'as dit, on peut pas tout mettre dans une variété, quoi. On peut pas avoir demain une variété qui soit résistance à la sécheresse, résistance au gel sur épi, quand il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, et tout ça, et en même temps répondre aussi aux autres exigences de la sélection qui sont le goût, la protéine, c'est ça, c'est la nutrition, etc. Une variété de blé qui a du succès, c'est une variété qui est équilibrée. Ça ne sert à rien dans une variété qui a un seul atout et tout le reste très médiocre. Parce que ça va servir de géniteur, voilà, de source pour ce gène-là, mais ça sera en tant que tel une variété qui n'aura pas de succès. On ne va pas acheter une voiture parce qu'elle a un super moteur si elle n'a pas de frein. Et la même chose pour les blés, si elle est très résistante à la rouille jaune, mais une catastrophe pour les autres maladies, elle n'apporte aucun intérêt. Donc oui, il faut avoir un équilibre sur tout. Et puis pour la sélection, il y a une autre motivation, c'est que plus on multiplie les objectifs de sélection, moins on va faire de progrès. Parce que pas tous les objectifs de sélection vont aller dans le même sens. Si on a une variété plus résistante aux maladies, on va améliorer son rendement. Si on fait une sélection pour avoir des grains plus gros, on va aussi améliorer le rendement. Mais si on va avoir un meilleur rendement et en même temps un taux de protéines plus élevé, là c'est des objectifs, il y a une corrélation négative entre les deux. On va avoir difficilement un progrès sur les deux en même temps. Oui, parce que plus tu as d'amino, plus ça dilue la protéine. Oui, pour le rapport entre protéines et amidon pas si clair. Est pas si clair. Non, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une répartition de l'énergie reçue pour synthétiser soit de l'amidon, soit monter les protéines, transformer les acides aminés, l'azote récupéré par les racines, la transformer en protéines. D'ailleurs, pour synthétiser 1 gramme de protéines, il faut beaucoup plus d'énergie que pour 1 gramme d'amidon. Et la balance que l'on veut entre protéines et amidon, c'est aussi pour des objectifs d'utilisation qui ne sont pas forcément ce que le blé en tant qu'espèce ou individu cherche. Nous, on cherche dans le grain quelque chose qui nous soit utile à faire du pain. Il y a une qualité boulangère. Qualité boulangère. La qualité boulangère, pour, je pense, la plante de blé, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Non, si je peux plaisanter. Donc, le sélectionneur va choisir dans la diversité créée, la diversité screenée, observée, les plantes qui vont correspondre le mieux à nos besoins, à nos conditions. Mais ce que je voulais dire au départ, c'était que si on a trop d'objectifs de sélection, on ne fait plus de progrès. On ne peut pas aller tout azimut et on va avoir des progrès très lents. Donc, si on a c'est souvent ce qu'on observe quand on essaie de domestiquer une espèce sauvage. Le premier cycle de sélection est enthousiasmant parce qu'on fait un progrès énorme du premier pas. On veut augmenter une teneur dans une plante médicinale. Tout d'un coup, on fait un premier screening, on découvre les individus qui en ont le plus et on fait un progrès important. Après, on va nous dire oui, mais il faut aussi, il y a des maladies de racines. Puis ce serait bien d'avoir une résistance sur les feuilles à des rouilles. Et une fois qu'on veut cumuler tout, là, on verra que on va plus progresser autant sur tous les traits en même temps. Imaginons, par exemple, pour donner un autre exemple, illustrer pourquoi c'est compliqué d'avoir plusieurs objectifs de sélection. Imaginons que dans une population, on a 10% de résistants à la rouille jaune. Et qu'on a 10% résistants à la rouille brune. Et qu'on a 10% résistants à la rouille noire. Ça ne veut pas dire qu'on a 10% de plantes résistantes aux 3 rouilles. On a 10% x 10% x 10%. Donc ça fait 0,1% des plantes qui seront résistantes aux 3. Alors si vous avez 15 objectifs, vous voyez tout de suite que ça devient très difficile d'avoir des individus qui auront toutes ensemble. La sélection, ça reste un jeu de nombres. Oui. Il y a des limites que l'on peut... la gestion d'un problème de sélection, c'est un problème de logistique. C'est combien de croisements on peut faire. On peut en faire peut-être 2000, mais si ensuite on n'a pas les capacités d'observer 2000 populations, on devra réduire le nombre de croisements, etc. Donc, tous les problèmes de sélection, les schémas de sélection, ils sont un compromis par rapport aux moyens à disposition, aux objectifs fixés. Et puis, il y a cette inertie, justement. Parce que tu as dit tout à l'heure que dans 10 ans, il faut que les variétés dans 10 ans commencent maintenant, quoi. Exactement. Il y a toujours c'est clair qu'au niveau de la sélection, on peut accélérer dans la première partie de la sélection. Donc, les 4, 5 ou 6 années nécessaires à avoir des lignées avancées.
Mais après, la moitié, même non, en proportion, ça devient même plus important, c'est les années de testage. D'essais préliminaires, d'essais officiels, d'essais post-enregistrement, avant que la variété soit dans les mains des agriculteurs. Et cette phase-là, elle n'a pas tendance à s'accélérer. Et elle devient compliquée parce que, on peut dire avant, si on avait un réseau multilocal assez étendu, on avait pas mal de situations différentes et on voyait dans quelle situation ça se passait bien. Mais on voit maintenant qu'il y a plus de variabilité entre les années qu'entre les lieux. Donc ceux qui cherchent à dire on va trouver quelle variété va le mieux où, se trompent d'époque. Ça, c'était un discours des années 80. Mais actuellement, avec le changement climatique, c'est quelle variété va être le mieux quand, quelle année. Et ça, tant qu'on ne saura pas déterminer la météorologie de l'année suivante, ça me semble un peu illusoire de creuser dans cette direction-là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le but de ces réseaux d'expérimentation, c'est de vérifier quelle est la zone d'adaptation pour cette variété, la zone idéale ou les conditions idéales pour la variété. Donc, plus une variété sera, entre guillemets, passe-partout, plus elle aura de chances d'être développée sur un secteur large et sur des années, un nombre d'années important. Si c'est une variété qui ne se comporte bien que dans telle et telle condition, il faut que ces conditions-là soient les conditions les plus fréquentes pour qu'elle ait une chance d'avoir un succès. J'ai aussi l'impression, moi, qui ne suis pas vraiment dans le milieu de la sélection, mais qu'on a aussi beaucoup sélectionné sur la question quelle variété sera le mieux, pourquoi faire en fait, pour répondre à quel besoin de transformation, tout ça. Est-ce que, avec ton expérience, tu as le sentiment que la question du quelle variété sera le mieux quand, c'est-à-dire pour quelles conditions de croissance, d'environnement pédoclimatique, est-ce que cette question est en train de prendre le pas sur toutes les autres en fait ? Non, je ne crois pas, parce que si on produit du blé ou n'importe quel produit agricole, mais sans débouché, sans filière en aval, sans client, ça n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas faire semblant. Oui. Donc les débouchés, ça reste la priorité numéro 1. S'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'intérêt. Une variété qui est très résistante à tout, mais qui produirait des grains qui seraient inutilisables, à part un fleuriste, il n'y a aucun intérêt à développer cette variété. Donc il faut que le débouché, ça reste quand même prioritaire. Et puis après, moi j'ai toujours, on travaille pour un certain environnement. Et dans le mot environnement, j'entends pas seulement le climat, le sol, il y a aussi tout le management. On parle de plus en plus par G by E by M, c'est-à-dire génotype, environnement, management. Et le management, je dirais même plus largement, quelles conditions cadres on a, quel soutien politique, est-ce qu'il y aura des paiements directs, quels types de produits sont autorisés, sont interdits, quelles pratiques sont possibles, pas possibles, est-ce que pour certains pays, est-ce qu'on peut faire de l'irrigation ou pas, est-ce que l'irrigation est durable ou pas. Pourquoi sélectionner pour des variétés résistantes au sec si on a un système d'irrigation bon marché, de l'eau bon marché, et des systèmes d'irrigation qui fonctionnent? L'intérêt va être beaucoup moins intéressant. Donc, on ne peut pas sélectionner sans connaître bien le milieu visé. Alors, maintenant, si on reste Suisse, la Suisse, c'est quand même très peu de kilomètres de distance. Bien sûr, il y a des différences climatiques entre le nord et le sud. Il y a plus fréquemment des stress de chaud et de sec dans le sud et l'ouest de la Suisse qu'au nord-est, où là, c'est plus souvent les excès d'eau pendant la croissance du grain qui sont limitantes, qui sont pénalisantes. Mais globalement, c'est pas non plus extrême. C'est-à-dire des conditions classiques du nord-est de la Suisse, ça peut être des conditions l'année suivante du bassin lémanique. Donc il faut pouvoir avoir des blés. Si on sait que le blé qui, bon an, mal an, se comporte bien dans le réseau national, elles vont être sans danger pour l'agriculteur. C'est ça que le but qu'on a eu toujours dans le programme, c'est avoir des variétés qui soient fiables pour l'agriculteur. On s'est rarement trompé, mais on ne peut pas dire qu'on ne s'est jamais trompé. Donc malgré les 5, 6, 7 années d'essai, on peut avoir passé à côté d'une faiblesse de variété. Et j'avais envie de te poser la question, quel blé pour demain, mais je vois que je l'ai mis au singulier. Faut peut-être la mettre au pluriel finalement. Oui, parce que je pense qu'il y a, d'une part, si on revient sur l'utilisation, il y a plusieurs utilisations. On a du blé fourragé, du blé biscuitier, du blé de qualité boulangère médiocre, mais qui peut avoir des débouchés intéressants, d'autres de très haute qualité. Il y a des croissants surgelés, il y a du pain sur sol. Donc il y a une segmentation de la qualité.
Déjà, sur la qualité, il faut plusieurs types de blé. Après, il faudrait des variétés qui, peut-être, avec un changement climatique, un changement des climats erratiques, on devrait se dire il faut répartir les risques. Donc, il faut peut-être avoir une variété qui aime bien les années précoces, une qui aime plutôt les variétés tardives, les années tardives, répartir un peu, d'avoir sur son exploitation plusieurs variétés. Ça a toujours été notre motto. Il faut toujours cultiver plusieurs variétés pour répartir les risques. Alors ça, il faut peut-être insister un peu là-dessus. L'idée d'avoir une seule variété sur toute une exploitation, c'est peut-être quelque chose qu'il faut abandonner, quoi. C'est une façon... Ça n'a jamais été pertinent, peut-être. C'est une façon de faire celui du parieur. Et on peut avoir chez les agriculteurs des gamblers, des parieurs et des pères de famille. Ou entre les deux. Mais si on veut être un peu plus sûr, il faut de toute façon répartir les risques. Et il y a la question justement de répartir les risques, même au sein même de la même parcelle, avec les mélanges variétaux. Oui, ça c'est une solution qui dans les années 80 était très explorée du point de vue maladie. Et on a pu démontrer, ça c'est un acquis. On sait que pour les rouilles, même pour la septoriose, pour ce genre de maladie, il y a une efficacité du mélange. En choisissant des composantes qui sont complémentaires. Si elles ont toutes le même défaut, le mélange ne va rien apporter. Après, il faut dans l'art du mélange, il faut de toute façon, le premier point, c'est qu'il faut qu'elle soit à maturité en même temps. Parce qu'on est dans des régions où il y a de la germination sur pied. Donc là, on ne peut pas se permettre d'avoir une variété qui serait sensible à ça ou qui mûrirait avant l'autre. Et ensuite, pour les stress abiotiques, il faut qu'il y ait une compensation au champ. Il faut qu'une variété, si elle est en faiblesse, l'autre ou les autres composantes compensent et occupent l'espace vide. Ça peut être une variété qui tale pas bien ou qui souffre pendant l'hiver. Quelque part, ce qu'on cherche dans ces mélanges, c'est une complémentarité, c'est-à-dire une exploration soit au niveau du sol, soit au niveau de l'aérien, meilleure en mélange qu'en variété pure. Donc, si on a cette compensation au champ, alors le mélange est intéressant. Après, c'est pas non plus magique, hein, c'est pas des dizaines de pourcents de rendement supplémentaire grâce au mélange. On a surtout un effet stabilité. Et la stabilité, oui, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe l'année, on sait qu'on aura à peu près la même chose, quoi. C'est peut-être un des handicaps des mélanges, c'est que on peut en combiner dans tous les sens. On peut varier les densités de chaque composante, on peut varier le nombre de composantes. Et pour bien les mélanger, il faut bien connaître les variétés. Si on connaît bien les variétés, c'est qu'elles sont depuis un moment sur le marché. Et donc, elles se trouvent en concurrence avec les nouvelles qui sortent. Et qui sont en principe meilleures. Donc, il ne faut pas que des mélanges soient faits avec des variétés trop anciennes, sinon on a perdu le progrès génétique entre deux. Même le mélange, il faut qu'il évolue aussi, quoi. Il faut que le mélange évolue aussi, soit fait le plus en amont possible pour ne pas être trop décalé par rapport aux nouvelles variétés qui sortent. C'est-à-dire que même si on se mettait à cultiver beaucoup de mélanges dans certaines filières, ça n'exclurait pas le fait d'avoir aussi un programme de sélection pour ne pas se retrouver dans le cas de l'épeautre, où au final on a un père et son fils qu'on cultive depuis 50 ans. De toute façon, la sélection, je dirais, dans les années où on pensait que le climat était stable, se justifiait par l'évolution des maladies, l'évolution des besoins, et maintenant encore plus avec l'évolution climatique. Donc il faut maintenant sur tous les tableaux faire évoluer l'espèce, faire évoluer les variétés pour non plus seulement être à jour par rapport à l'évolution des pathogènes, mais par rapport à l'évolution des risques climatiques. Je t'entends beaucoup dire quand même qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut avoir une vision du futur, entre guillemets, pour commencer dès maintenant les programmes de sélection pour arriver là-bas. Pour toi, tu dirais que le rôle des politiques agricoles et des marchés, c'est quelque chose qui est primordial? Avant, je disais souvent qu'il faut connaître la plante, le milieu au sens large et surtout l'humain, et que le plus imprévisible, c'était l'humain. C'était un changement de législation, un changement de paiement direct. Imaginons par exemple qu'on supprime les paiements directs pour les programmes Extenso. Donc l'intérêt d'avoir des variétés résistantes à l'averse et aux pathogènes diminue beaucoup. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les variétés choisies?
si on change des normes d'enregistrement des variétés, si on change le poids des acteurs sur le marché, si on se mettait à subventionner des importations de variétés étrangères, si on permettait que la semence importée n'ait pas les normes actuelles ou les taxes à l'importation actuelles, ça pourrait bouleverser complètement, et ça en une fraction de seconde, mais en une nouvelle ordonnance. Donc ça, c'est toujours dangereux, des évolutions brutales et pas assez réfléchies. Et donc, en conclusion, tu dirais, quel serait un peu le mot de la fin de cette discussion? Est-ce que c'est le climat, c'est quelque chose qui est déjà là, en fait, donc on est déjà en cours de recherche? Est-ce que les programmes politiques, il faut qu'ils gardent aussi la main là-dessus et qu'ils soient conscients des enjeux à venir? Qu'on voit aussi qu'en ce moment il y a toutes des questions un peu géopolitiques aussi qui peut-être peuvent avoir un impact aussi sur les programmes de sélection. Je dirais que la tâche du sélectionneur a toujours été celle d'un intégrateur, donc il doit connaître de la génomique jusqu'à le comportement du consommateur, en passant par tous les éléments de la filière pour savoir où sont les trends, où sont les évolutions. Idem pour le climat et pour la politique. Donc cette écoute de l'ensemble de l'environnement qui va lui permettre de faire ses paris sur l'évolution à court et moyen terme. Et ça sera une tâche toujours essentielle du sélectionneur. Il ne peut pas être un spécialiste de tous les éléments, mais il doit connaître suffisamment de tous les éléments pour savoir jusqu'où on peut aller dans chacun des éléments. Et le climat, Claire, puisque c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, a pris plus de poids qu'autrefois, mais on a des outils et on a beaucoup de pronostics climatiques qui sont faits. On a fait pas mal d'études avec les scénarios du GIEC, quel type de blé vont encore être bien jusqu'en 2050, quels sont les risques de grêle, quels sont les risques abiotiques dominants en Suisse. Donc on s'est préparé à ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est que les outils du sélectionneur ont énormément progressé, que ce soit de la génomique, la phénologie à haut débit. On commence à sentir qu'on va quand même pouvoir utiliser petit à petit ces outils-là de façon de routine et plus efficacement, et plus simplement promettre que ça va. Donc ça commence à être, on arrive dans le concret petit à petit. Donc on a des meilleurs outils qu'il y a 30 ou 40 ans. Et si on est dans le scénario à plus 4 degrés, là... Bref, faut pas se faire tant non plus peur inutilement. On cultive du blé sur presque toute la planète, donc la génétique adaptée à peu près tous les climats possibles sont sur la Terre déjà. Et ça s'est fait grâce à une sélection massale à un moment. Au départ, on a commencé avec la sélection massale, et puis plus classique, et puis maintenant avec des outils qui rendent la sélection plus performante. Mais on a besoin d'être plus performant, parce que si on regarde au niveau mondial, la population augmente beaucoup. Jusqu'à présent, la sélection du blé a tenu le rythme. Même on peut dire que beaucoup de pays, là je reviens d'un séjour au Maroc, malgré une augmentation importante de leur population, ils ont gardé le même taux d'approvisionnement en blé, donc ils ont eu des progrès. Qu'ils importent beaucoup. Même s'ils importent beaucoup, mais ils ont réussi à maintenir le même niveau. En Égypte, la même chose, un collègue égyptien me disait la même chose. Malgré une augmentation énorme de la population égyptienne, ils arrivent quand même à garder le même niveau d'approvisionnement. Donc il y a un progrès génétique important, malgré le changement climatique, malgré les carences, la difficulté pour l'eau et pour les sols. Mais le pari n'est pas gagné sur le long terme. Oui. Donc il y a toujours un effort très important au niveau mondial sur ça. Où là on parle moins de petites différences de qualité, là il faut d'abord nourrir. Donc en gros pour le blé, tu dirais inquiet mais pas effrayé. Voilà. Il faut être conscient des enjeux et ne pas paniquer. Merci beaucoup pour cette discussion, Dario. Et puis à bientôt peut-être pour un autre épisode. Volontiers. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder le premier épisode qu'on avait fait il y a un petit moment sur la sélection du blé, plus généralement de quoi on parle en fait, comment ça marche concrètement. Merci.